Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le wrap-up du mois de décembre 2024. La majeure partie des livres qui font partie de ce bilan, ils ont déjà été mentionnés dans des vlogs, donc je vous laisse vous y référer. Ils seront soit dans le petit, soit en barre d'infos. Je vais vous donner mes avis finaux pour ceux pour lesquels ça n'a pas été fait, et je vais vous parler de ceux qui n'ont pas été mentionnés auparavant. Le premier livre que j'ai lu / terminé au mois de décembre, il s'agit du Maître et Marguerite de Bulgakov. Dans ce livre, qui est un roman à tiroir, j'ai envie de vous dire, on est en plein réalisme magique au cœur de Moscou. On suit deux personnages au début qui rencontrent un homme qui est en gros le diable incarné en un individu qui questionne la religion et la place de la religion au sein de la communauté et de la société moscovite. Il s'avère qu'il y a un retournement de situation qui amène l'un des deux personnages à finir en hôpital psychiatrique, ce qui nous amène à la troisième intrigue. C'est vraiment une intrigue en escalier, j'ai envie de vous dire. C'est très fou comme narration. C'est quelque chose qui est très impalpable, qui nous perd beaucoup. Il a été écrit dans les années entre 20 et 30. Il est pas simple d'abordage. Je pense que vous serez déroutés si vous vous lancez dedans sans trop en savoir. Moi, je me suis quand même beaucoup renseignée sur l'intrigue en elle-même parce que j'ai été perdue. J'ai apprécié cette perdition, aussi étrange que ça puisse paraître, mais j'ai adoré les thématiques parce que ça remet en cause aussi toute la bien-pensance de l'époque, toute l'intelligentsia qui règne, la question des sociétés secrètes aussi, la relation à l'amour, mais c'est quand même en toile de fond, et le rapport à la folie de la société russe. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un livre qui a un aspect très autobiographique, notamment par la troisième intrigue qui est entre Marguerite et le maître, qui est donc l'histoire d'amour à laquelle on va assister. Il y a des images fantasmagoriques, par exemple d'un chat qui est en train de danser le foxtrot. Moi, c'est une image qui va me rester, je pense. Il y a vraiment une touche de folie assez jouissive dans cet ouvrage. Faut pas s'étonner de pas tout suivre. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous renseigner, notamment avec la chaîne de BM Moff, que je vous mettrai en barre d'infos. Elle avait fait une vidéo exprès pendant sa relecture puisque c'est son roman préféré, et je comprends à quel point il peut être marquant pour certaines personnes. Un autre livre dont je vous ai parlé dans le même vlog, il me semble, il s'agit de The Only One Left de Riley Sager, que je n'ai pas avec moi. On est au cœur d'une demeure avec une personnage qui s'appelle Kit, qui est embauchée en tant qu'aide-soignante dans une demeure du Maine, un grand manoir, par Lenora Hope. Et il s'avère que Lenora Hope, qui est désormais âgée de 80 ans, a été accusée, lorsqu'elle avait 17 ans, d'avoir tué toute sa famille lors d'une nuit. Et depuis cet épisode, elle n'a l'usage que de sa main gauche et elle ne peut plus parler. Et on va suivre l'avancée dans cette histoire. Est-ce qu'elle est vraiment coupable? On va le voir grâce à des rédactions qu'elle fait sur sa machine à écrire grâce à l'aide de Kit, et l'héroïne va essayer de retracer tout ce qui s'est passé antérieurement. Ça se dévore, mais alors les dernières pages ont été quand même un peu rushées. J'ai trouvé que c'était de la surenchère à chaque fois au niveau de l'intrigue, et j'avoue que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais pour autant, c'était extrêmement divertissant et je vous le conseille si vous aimez bien le thriller. Je vous ai également parlé de Proust, roman familial de Laure Murat, que j'ai écouté via Lizzie. L'autrice va s'astreindre à retracer son histoire familiale dans l'aristocratie à laquelle elle appartenait. Elle a quitté cette classe initiale, elle vit désormais aux États-Unis avec une femme et elle vote à gauche. Elle va prendre la figure de Marcel Proust et de La Recherche du temps perdu plus encore, afin de décrire, de décortiquer de façon sociologique tout ce qui règne dans ces sphères de la société. Alors j'ai pouffé à multiples reprises, c'est étonnamment très drôle, mais on sent tout de même son côté très académique puisqu'elle est enseignante. C'est vraiment une recherche à la fois personnelle et universitaire dans la plume. C'est un ton que j'ai quand même apprécié et j'ai vraiment aimé la narration audio. J'ai eu la sensation d'écouter un podcast et ça m'a fait rire de voir aussi tous les us et coutumes de ces personnes que je côtoie pas du tout et que j'ai pas vocation à côtoyer. Ça m'a aussi fait plaisir de revoir Proust d'une autre manière et de voir la place qu'il entretenait au sein de cette société. Et quand vous avez déjà lu Proust, je trouve que ça lui donne une nouvelle dimension et que ça met en exergue cet aspect très paria, VS, cette figure mondaine à laquelle on l'a toujours associé. Un autre livre que j'ai lu pendant ce mois et sur lequel il y a un vlog quasi consacré, Restless Vows, donc le deuxième tome de Divine Rivals de Rebecca Ross. On l'a lu en lecture commune avec Floris, Flowfly, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous le connaissez déjà. On suit cette intrigue entre les deux personnages qui s'appellent Iris et Roman, qui sont désormais amoureux. Il y a une guerre entre des dieux, guerre qui se prête beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Roman a été capturé par le grand méchant de la bande. Iris va essayer de le sauver, sachant que lui est amnésique.
Et en fait, je l'ai dit dans le vlog, lecture Sodebo, du réchauffé, la même chose que le tome 1. On va un petit peu plus dans les intrigues politiques, mais alors c'est très très lège-lège. Et moi je suis pas une grande lectrice de romantaisie, même s'il y en aura une deuxième dans ce petit bilan. C'est souvent la même chose, et malheureusement j'avais envie qu'elle développe un peu son propos, qu'elle aille plus loin, parce que j'avais beaucoup aimé la plume dans le tome 1. J'avais trouvé ça très sympa, très mimi, enfin vraiment j'avais que de bons sentiments pour le premier tome. Je crois que c'était plutôt réussi. Et alors le deuxième, un gros raté, un gros flop pour ma part. J'ai essayé de le rusher sur la fin parce que j'en pouvais plus, j'y voyais pas tant d'intérêt. Un autre livre audio dont je vous ai parlé dans le même vlog je pense, il s'agit de L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. On est sur une intrigue entre trois époques, au début des années 20-30, au milieu du XXe siècle et on est de nos jours. Et ça va être une histoire générationnelle et une quête d'identité. On va suivre plusieurs personnages qui vont se rassembler autour d'un portrait qui a été peint par Klimt. Et sur ce portrait figure une femme. Et personne ne sait vraiment de qui il s'agit, sauf que l'une de nos personnages principales ressemble énormément à cette femme et elle va essayer de découvrir pourquoi. On va retracer du coup ce qui s'est passé à l'époque de Klimt, pendant l'intrigue de la personnage, ce qui va se passer a posteriori, et j'ai adoré essayer de déceler qui est-ce qui avait commandé ce tableau, quelle relation Klimt avait entretenue avec ce modèle. Et à partir de cet élément pictural, Camille de Peretti, elle a fait toute une enquête historique de l'histoire de l'art et elle a retracé un contexte social avec plus ou moins deux personnages qui sont des figures de transfuges de classe. Et j'ai adoré ça parce que on a retracé les États-Unis à une époque que j'ai pas forcément connue, mais vraiment à l'apogée de l'ère industrielle. D'habitude, je suis assez dérangée par le fait que des auteurs, autrices tissent des histoires autour de lieux dans lesquels ils n'ont pas habité, qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et ici, je l'ai pas du tout senti. J'ai vraiment été immergée. J'ai écouté en audio via NetGalley. J'étais vraiment très heureuse de le découvrir parce que c'est ça qui me donnait envie, mais que je me serais pas arrêtée forcément en librairie de par la taille ou quoi. Et là, j'ai été très très agréablement surprise. On est vraiment emporté. Je pense que si vous l'avez en format papier, c'est un livre à lire à tel point d'oublier le temps qui passe. C'est une fresque historique qui est pas forcément ce que je lis habituellement et qui là a vraiment réussi son coup. Autre livre dont j'ai parlé dans plusieurs vlogs, donc là vraiment je vais juste vous le présenter, mais je vous laisse vous référer aux vidéos antérieures. Le rendez-vous des âmes égarées de Ludivine Labbé, qui est un SP de la part de Erol Roman. On est en Espagne, entre une arrière-grand-mère et sa petite-fille, à deux époques parallèles. La petite-fille qui a essayé de retracer la vie de sa grand-mère. J'ai aimé le fait que ça soit pas que du feel good et que ça aille un petit peu plus loin. Je pense qu'elle aurait un petit peu plus pu ruer dans les brancards entre guillemets, mais si vous avez besoin d'un petit peu de soleil, je peux vous le conseiller. Autre livre dont je vous ai parlé en vlog, le livre de Hama El Motard et Max Gladstone, Les oiseaux du temps. Dans ce livre, on est dans des temporalités parallèles, dans un même monde, mais c'est vrai qu'il y a une notion de monde multidimensionnel qui est présente. On est avec deux personnages féminines qui sont en guerre dans des camps adverses. Elles commencent à se charrier par voie épistolaire jusqu'au moment où commencent à se développer des sentiments l'une envers l'autre. Il y a étonnamment beaucoup de références à la pop culture aussi et à des œuvres antérieures. Il y a beaucoup de références littéraires. J'ai été assez étonnée de voir la polarité entre les éléments qui étaient soulevés. C'est vrai qu'au début, j'ai été un petit peu circonspecte quand j'ai vu qu'il y avait des lol dans certaines phrases. C'est juste présent au début et ne vous enquirez pas, il y a bien plus à voir que tout cela. Il y a des phrases qui sont très très belles. Il y a une oscillation entre légèreté et amour, humour, qui est bien menée. Par contre, il ne faut pas croire que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Le pourquoi du comment, vous l'aurez pas. L'époque, la chronologie, vous ne l'aurez pas non plus. C'est un livre où il faut accepter d'être perdu. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Et c'est étonnamment un livre qui se dévore parce que c'est très ardu de se mettre dedans, je pense, pour certaines personnes. C'est soit on adore, soit on déteste. C'est souvent ce qu'on dit par rapport à cet ouvrage. Mais c'est rédigé sous forme de lettres, encore une fois. Donc, si vous aimez bien la SF, si vous aimez bien les romans épistolaires et que vous n'avez pas peur d'être dérouté, je vous le conseille, d'autant qu'il a gagné le prix Hugo et le prix Nebula, ce qui n'est pas rien. Autre livre que je vous ai mentionné très très brièvement, et là je vais pouvoir vous donner un avis un petit peu plus concret, V13 de Emmanuel Carrère. Dans ce livre, Emmanuel Carrère va retracer les procès des attentats du Bataclan. Il va assister à toutes les audiences, donc 14 accusés, 1800 parties civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres. Ce procès hors norme a duré 9 mois de septembre 2021 à 2022. Je l'ai suivi du premier au dernier jour pour l'hebdomadaire l'Obs. Et donc
Donc c'est tout ce à quoi on va assister. On va voir le parti des accusés, on va voir le parti des victimes, et on va mêler à la fois ce côté juridique et ce côté intime, et les relations que Emmanuel Carrère va tisser avec les autres personnes qui font partie du tribunal. Et c'est un livre qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Certes, l'Obs l'a embauché pour rédiger cet ouvrage, mais lui-même l'interroge. Pourquoi lui? Certes, il a écrit des livres sur des personnages abjects, des tueurs. L'adversaire, c'est clairement ça. J'ai pas forcément de mal avec le fait de retracer un procès, j'ai lu d'autres livres de cet acabit, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé ça très voyeuriste. Dans sa plume, dans sa manière de décrire les gens, il a essayé d'y donner le ton pragmatique, mais pour moi, ça a pas réussi du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il interroge quand même toute l'islamophobie qu'il y a en France de manière ambiante et qui a été renforcée par les attentats de 2015. Maintenant, j'ai vraiment eu du mal avec le parti pris. Je lirai l'adversaire d'ici quelques temps, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de souffler, je l'ai dit en vlog. C'est pas un livre qu'on lit comme ça. C'est un livre qui prend à la gorge, c'est un livre qui nous met mal à l'aise. Encore une fois, je vais répéter ça pendant tout le long en vous parlant de ce livre, mais je trouvais que c'est un récit lourd finalement. Au-delà du fait que ça soit quelque chose de réel, je trouve qu'il y donne une gravité encore plus prégnante et encore plus dérangeante que ce que ça n'est déjà. Ensuite, je passe très brièvement sur le petit recueil de Maxime de Oscar Wilde qui s'appelle Only Dull People Are Brilliant at Breakfast, qui est en gros un recensé de hot takes de Oscar Wilde. J'en ai parlé en vlog, ça fait pas 100 pages, c'est dans la collection Penguin classique, les petites couvertures noires. S'il avait eu Twitter à l'époque, je pense qu'il se serait régalé. Ça critique la bourgeoisie, ça critique le système carcéral, ça critique l'homophobie, ça critique aussi la bien-pensance des personnes qui font partie du domaine artistique, ça critique l'art, ça critique la nature, bref, ça critique tout. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. C'est intéressant de voir Oscar Wilde sous cet angle, maintenant c'est pas une lecture qui vous est indispensable je pense. Ensuite, j'ai lu Tulip, qui est une bande dessinée, et dans cette bande dessinée, ce roman graphique, on va suivre en particulier Tulip, qui est le personnage d'un petit ours, qui est accompagné d'un boa, d'un serpent, d'un oiseau, d'un caillou. C'est très naïf par le dessin et par les petites histoires qui y sont présentes, mais c'est faussement naïf dans le sens où on parle de santé mentale, avec une emphase par rapport à l'anxiété, à la dépendance affective, si je puis dire ainsi, par rapport à la dépression. Et j'ai été très agréablement surprise. J'en avais déjà entendu parler à multiples reprises, je l'avais déjà vu plusieurs fois en librairie, j'ai failli l'acheter au salon du livre de Montreuil, et j'ai été très heureuse de tomber dessus à la bibliothèque. Je l'ai emprunté directement, et j'ai pas du tout été déçue. Si vous l'avez dans votre médiathèque, je vous conseille très vivement d'aller le découvrir parce que c'était une très jolie découverte pour ma part. Un autre livre dont je vous ai parlé, Le Hobbit de Tolkien. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Tolkien ni Le Hobbit. Dans ce livre, on suit Bilbo qui va faire une quête menée par Gandalf. Il va être accompagné des nains. Il va rencontrer bien d'autres créatures, que ça soit les dragons, que ça soit Gollum. Mon chapitre préféré est celui avec Gollum. Un peu effrayant, un peu spooky, très sympa. C'est tellement jovial, c'est tellement joyeux, c'est un conte, c'est une fable, mais tellement bien jouée. Et là où il y a énormément de gravité, il y a beaucoup de scènes d'action dans Le Seigneur des Anneaux, je suppose, du moins de ce que j'en sais des films. Là, dans Bilbo, il y a quelque chose de très enchanteur, de très bucolique. J'ai adoré le personnage de Bilbo parce que c'est vraiment celui qu'on embête alors qu'il a rien demandé. La plume de Tolkien est exquise. Pour les fêtes, c'était parfait. Ouais, il y a un truc très enfantin qui réchauffe le cœur. Je vous le conseille si vous l'avez pas encore lu. Dans le même vlog, je vous ai parlé du livre Pour Britney. C'est un livre qui fait 150 pages, 130 pages peut-être. Et dans ce livre, l'autrice va relater l'histoire de Britney Spears et de Nelly Arcan en parallèle l'une de l'autre, en se servant aussi de ses souvenirs d'adolescente et d'enfant qui étaient totalement fascinés par ces deux figures. Et je vous l'ai dit dans le vlog, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi, à cause de la plume. Il y a une liberté qui est prise au niveau de la ponctuation des phrases, de la manière de mener son interrogation, puisque c'est un roman-essai, j'ai envie de vous dire. Elle va mettre un point en plein milieu d'une phrase, elle va faire des phrases qui font 2 pages, utiliser le pronom elle pour parler de Nelly Arcan, puis Britney Spears dans la même phrase, donc on est un peu perdu au fur et à mesure. Et moi j'ai pas du tout aimé ça en fait, j'ai l'impression qu'elle me baladait sans vraiment développer son propos. J'ai pas du tout trouvé de profondeur malheureusement dans ce qu'elle disait. J'ai eu la sensation qu'elle enfonçait des portes ouvertes. C'était des choses que je savais déjà. Et pourtant j'ai pas lu les mémoires de Britney Spears, mais en m'étant un peu renseignée sur cette sortie littéraire, je savais déjà tout. Et malheureusement j'ai été extrêmement déçue parce que c'est une sortie dont on m'avait beaucoup parlé et dont on m'avait vendu les mérites et j'ai pas du tout été au rendez-vous. Et ensuite les
les 3 livres dont je vous ai déjà parlé et sur lesquels je vais pas me pencher. Le livre de Capucine, De son sang, où l'on suit Sabine, qui est une mère qui ne supporte pas son petit garçon qui s'appelle Théo et qui rencontre le fils d'une de ses collègues qui s'appelle Samuel et pour qui elle voue un amour sans faille, maternel. On va questionner cette figure de la mère qui rejette aussi cette incarnation en tant que personne qui doit vouer un amour ineffable à quelqu'un, à celui qu'elle a procréé. Cette question de la maternité, aimer ou désaimer, j'ai adoré ce livre. Je vous en ai parlé et dans un vlog et dans mes meilleures lectures de l'année dernière, ça parle de lui-même. Il en va de même pour Le couple et l'argent de Titou Lecoq et Vous parlez de mon fils de Philippe Besson, dont je vous ai là encore parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2024. Je pense que là encore ça parle de soi. Pour ce qui est des livres que je vous ai brièvement évoqués dans des vlogs, il y a Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli qui est donc le phénomène, que ça soit TikTok, BookTok, BookTube, etc. On suit donc le personnage de Rune qui va tomber amoureuse de Gideon, qui est un chasseur de sorcières alors qu'elle-même en est une, et elle va devoir cacher le fait qu'elle est sorcière. Alors, déjà j'ai pas été extrêmement fan du système de magie. C'est-à-dire que, initialement, si je ne m'abuse, il y a eu une république des sorcières qui a été démantelée. Donc c'est pour ça qu'elle doit se cacher, puisque sinon elle va se faire tuer. Logique. Et on est dans un système de magie qui repose sur le sang. Et donc les sorcières se font des saignées. En gros, elles se coupent. Rune, afin de ne pas être démantelée, utilise le sang de ses règles. Donc déjà, il y a beaucoup de mentions de menstruation avec une représentation qui est pas du tout positive. En soi, pourquoi pas, mais c'était assez dérangeant la manière dont c'était fait. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que Gideon est pas censé le savoir, mais il la soupçonne pendant tout le long. Et c'est comme s'il faisait semblant de la croire quand elle dit qu'elle n'appartient pas à cette communauté. J'ai trouvé ça divertissant en soi. Je pense que je vous en parle assez mal ici, mais il y a un vlog où je le mentionne plus amplement. Ça s'améliorait au fur et à mesure du temps, mais ça me restera pas en esprit et je me questionne quand même quant au fait que ce livre ait autant de succès, que ça soit en France ou aux États-Unis. En France, ça peut se comprendre parce que justement, on voit tout l'engouement qui règne aux USA par rapport à ce titre, mais c'est du vu et du revu, quoi. Enfin, il n'y a pas une plume qui est transcendante. Enfin vraiment, moi au début je me faisais largement chier, désolée de vous le dire. Le seul point que j'ai bien apprécié, c'est quand même l'idée de régence. Il y a tout un système de relations sociales parce que Rune est meilleure amie avec le frère de Gideon depuis des années. Donc au niveau des hiérarchies et des relations entre les personnages, j'aurais très bien pu me satisfaire, mais ça n'a pas été le cas. Je suis pas sûre de lire la suite. Je suis pas forcément dans la trend comme je le disais dans le vlog. Ensuite, j'ai lu Le Loup des Steppes de Hermann Hesse. Dans ce livre, on suit un personnage qui est très solitaire, qui a quand même une énorme ambivalence dans sa relation aux autres, dans sa relation à lui-même, dans sa détestation du monde et la notion d'identité qu'il possède. Et on va le suivre dans ses tourmentes. Il y a quelque chose qui relève quasi de la bipolarité ou du trouble de la personnalité. Je sais pas si je le dis de façon très pertinente ou du moins avec les bons termes à employer. Mais on voit que c'est quelqu'un qui au niveau de sa santé mentale va très mal. C'est quelqu'un qui est dépressif au possible. Ça m'a beaucoup fait penser à des livres comme La Chute, La Métamorphose de Kafka. C'est un roman sombre. En fait, je pensais pas du tout découvrir ça. Je pensais être dans quelque chose qui relevait beaucoup plus du roman d'apprentissage et du roman de découverte. Et finalement, on arrive dans son esprit, dans sa psyché qui est très pesante. Il se passe pas grand chose encore une fois, mais on est vraiment plongé dans cet esprit qui va mal. Tout comme ça a pu être le cas avec Le Maître et Marguerite, je trouve que c'est très rêve lucide en fait. Il s'interroge sur le monde, c'est limite s'il n'y a pas une notion de psychose dans cet ouvrage, psychose de la solitude, de la dépression. C'est un récit que j'ai écouté et je pense que ça a été d'autant plus prégnant, d'autant plus englobant et enveloppant dans la tristesse, la solitude et la dépression du personnage que si je ne l'avais lu à l'écrit. J'ai vraiment été emportée par cette histoire. Maintenant, il faut aller bien pour le lire. C'était le premier essai que je découvrais. J'ai encore Siddhartha qui est à portée de main et plein d'autres livres de lui qui m'attendent chez mes parents. J'ai eu une très belle surprise parce que c'est vraiment ce genre de texte qui me touche très personnellement, que je trouve très important au sens où c'est des œuvres qui vous marquent à vie sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on les attende, et j'ai pas été déçue. L'un des livres dont je vous ai parlé très brièvement aussi, il s'agit du Tour d'écrou de Henry James, qui est une nouvelle qui fait 150 pages. On découvre une femme qui devient l'intendante, la préceptrice de 2 enfants de
bonne famille, 2 orphelins, et qui va intégrer le manoir où il réside, sachant que le grand frère a été renvoyé du pensionnat dans lequel il était, elle ne sait pas pourquoi, et les 2 enfants ont l'air d'être des angelots. Et en fait, il se passe plein de trucs étranges. Je vais pas vous en dire grand chose, mais j'ai vu beaucoup d'avis par rapport à la maison hantée de Shirley Jackson ces derniers temps, en disant que c'était quelque chose qui relevait de la littérature gothique et qui était censé faire peur, et qui finalement retombait comme un soufflé. Et bah là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'attendais que quelque chose pointe, qu'il y ait un retournement, quelque chose qui relève un petit peu l'intrigue, qui me donne un petit peu plus d'action, et en fait c'est très pesant. On sent qu'il y a une relation entre l'intendante et le petit garçon, des hallucinations aussi, mais ça n'arrive jamais à un point de bascule. J'ai rien retenu et je suis relativement déçue. Je sais pas si c'est dû à l'édition à laquelle je l'ai lu, et en même temps la plume d'Henry James m'a bien plu, alors peut-être que sur un roman plus long ça me plaira davantage si j'en découvre à l'avenir, mais là ça a été un peu un flop. Je passe à une autre nouvelle que j'ai lue, alors je vais la replacer dans son contexte. La nouvelle que j'ai lue, c'est Colomba de Prosper Mérimée. Il faut savoir que j'ai lu cette nouvelle de 1 parce qu'elle était courte, et de 2 parce que Colomba, c'est mon 3e prénom. J'avais envie de savoir ce qui était derrière. Dans cette nouvelle, qui a été écrite en 1840, publiée dans la revue des Deux Mondes, on découvre Orso de la Rébia, qui est corse initialement, qui a longtemps été envoyé en France et qui revient sur le continent a posteriori, sachant qu'il a une sœur qui s'appelle Colomba, qui a vu périr son père, qui a été assassiné par son ennemi qui s'appelle Baritsini, et donc ça a développé un énorme instinct de vengeance de la part de cette femme. Sauf que, en allant sur le continent, Orso a aussi développé une aversion pour la vendetta. Et tout l'enjeu de ce livre va être la relation interpersonnelle, la relation familiale et le mélange d'amertume et d'amour fraternel entre les 2 personnages. Ça va aussi parler d'amour, il va y avoir des relations amoureuses entre les personnages, et ça va reprendre les mêmes thèmes que tout ce qu'on a pu voir par exemple dans les tragédies. Moi, il y a eu beaucoup de moments où j'ai pensé à Antigone, et il y a quelque chose qui relève de ça aussi. Et malheureusement, en fait, ça m'a pas tenu. J'ai trouvé qu'il y avait une grosse identité corse. Je connais aussi tout ce qui peut résider dans la pensée corse parce que c'est un endroit où j'ai été antérieurement quand j'étais plus jeune. Et en fait, je trouve qu'on sent le nationalisme qui y règne et toute la pensée, par exemple, des petits villages reculés dans les montagnes. Mais pour autant, ça aura pas été une lecture mémorable. Là, j'ai même eu besoin de retrouver le résumé pour vous en parler. C'est pas quelque chose qui va me rester en esprit, mais au moins je sais d'où me vient ce prénom. Bon, j'ai dû vous mettre en pause parce que la caméra a surchauffé. J'espère que le cadre n'a pas trop bougé pour vous. Je continue avec les romans que je vous avais pas présentés auparavant. Je vais vous parler d'un livre de Jean-Baptiste Andréa, Marraine, qui est donc son premier roman. Dans ce livre, on suit le personnage de Shell dans les années 60. Ses parents tiennent une station-service. Et quand je vous dis Shell, c'est Shell comme la marque de pneus. C'est un garçon qui ne se sent pas à sa place et il veut partir de la station-service où il est élevé avec ses parents puisqu'il se sent vraiment rejeté. Et c'est un enfant qui est sur le spectre. Je pense qu'il a clairement des troubles autistiques même si ça ne l'est jamais dit, et je pense que c'est une volonté aussi de Jean-Baptiste Andréa. Il va vouloir aller faire la guerre. Je vais vous lire le résumé au dos, je pense que ça donnera un petit peu le ton. C'est très particulier comme plume. C'est très différent des autres livres de Jean-Baptiste Andréa que j'ai pu lire. J'ai lu Veiller sur elle et Des Diables et des Saints. Des Diables et des Saints restera pour sûr mon préféré. Mais ici, donc, Shell s'enfuit de la station-service où il a grandi avec ses parents sur le plateau qui surplombe la vallée de l'As. Seul se déploie le silence et les odeurs du maquis. Une fille, comme un souffle, vient à sa rencontre. Avec elle, tout s'invente et l'impossible devient vrai. Dans l'univers fulgurant de Viviane, Shell ne se sent plus différent. Alors par jeu, par amour, il lui obéit sans s'apercevoir que son dévouement le conduit bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Pour moi, ça me donne des vibes de Manic Pixie Dream Girl. Enfin vraiment, c'est vraiment ça le délire. Cette fille très étrange, très en dehors du tout, vraiment différente des autres, etc. etc. Et on est sous l'angle, sous le point de vue de Shell, qui est en dehors du monde aussi. C'est-à-dire que c'est un mélange entre cette idée de la fille totalement out of nowhere et la narration de Des fleurs pour Algernon. Alors c'est très déroutant. Je l'ai écouté en parallèle de la lecture et j'ai pas forcément apprécié l'audio. Maintenant, le seul intérêt, c'est vraiment l'interview à la fin avec Jean-Baptiste Andréa, d'autant plus que c'était son premier roman avant qu'il ne gagne le Goncourt, et du coup, ça donne un parallèle assez intéressant et assez drôle dans les thématiques qu'il veut aborder. J'ai beaucoup aimé la manière dont il les a traitées dans Les Diables et des Saints, mais alors dans Veiller sur elle et dans celui-ci, j'ai vraiment pas accroché. Ici, ça fait vraiment road trip, mais road trip dans la vallée, avec des enfants. Alors peut-être que c'est justement le fait que ça soit 2 adolescents qui m'a pas forcément captivée, mais c'est vraiment la plume qui m'a déroutée. Je m'attendais pas du tout à ça.
je pensais à un truc très très poétique et en fait c'est quasi fantasque. Enfin vraiment c'était très très étrange. Je vais vous parler d'un emprunt de bibliothèque que j'ai rendu depuis qui s'appelle Les Nouveaux Anciens de Kay Tempest. C'est une nouvelle, on va dire, une sorte de fable contemporaine qui doit faire moins de 100 pages. On va suivre 4 personnages qui viennent d'un milieu populaire et on va voir le fil de leur vie et de leur prédestination sociale. J'ai adoré ce livre. C'est un livre qui pour moi est très très court, mais qui traite extrêmement bien son sujet et les publics qu'il veut mettre en avant. Peut-être même mieux que certains livres qui se veulent parler de changement de classe sociale. Ici, ça prouve vraiment la prédestination de par le prénom, le milieu dans lequel on est, de par l'entourage dans lequel on est. Il y a quelque chose qui se mélange au slam aussi dans l'écriture. Et c'est très musical, mais vraiment de ces cultures urbaines. Et cette poésie que Kay Tempest arrive à insuffler. Kay Tempest, je la connaissais pas en dehors de son existence en tant que personne queer, mais j'ai eu vraiment une épiphanie en découvrant sa plume. Ensuite, très très brièvement, je vais vous parler de Queen Lil, qui est une bande dessinée que j'ai pu lire grâce à Ned Gallet, qui va revenir sur la prohibition entre le Canada et les États-Unis, et la frontière entre les deux. Le dessinateur, l'auteur, enfin toute l'équipe de la BD a décidé de pas faire une narration qui soit chronologiquement correcte. C'est dit au début de la bande dessinée qu'il y a des lignes directrices dans le temps qui ne sont pas forcément exactes. C'est un parti pris. Donc déjà on partait de ça pour retranscrire justement le trafic illégal entre les frontières, incarné par le personnage de Queen Lil, qui est une personne qui a vraiment existé, et qui se servait justement de sa maison de passe qui, il me semble, était une ancienne station de train. Ouah, c'est pas clair du tout. Ça vous laisse imaginer à quel point la BD m'a marqué et m'a plu. Le fait que ça soit pas très exact dans la temporalité fait que, pour moi, il n'y a pas de valeur ajoutée. Là où on pourrait apprendre une part de l'histoire, finalement, on a des informations qui nous sont erronées. J'ai pas forcément accroché au dessin. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de profondeur. En fait, je crois que dès le début, quand j'ai vu que la chronologie était pas correcte, ça m'a bloqué. C'est pas très long, mais c'est vraiment pas une bande dessinée qui m'a accroché, qui m'a plu. Au niveau pictural ou au niveau textuel, il y a rien qui restera avec moi, je pense. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre que j'ai écouté sur Ned Gallet, qui était un livre audio, un YA, Better Than the Movies de Liz Painters. Dans ce livre, on suit une ado qui est en terminale, donc ça se passe aux États-Unis, et il y a un an, je crois, elle a perdu sa mère. Et depuis, elle vit sa vie, elle va au lycée, etc. Elle est passionnée de comédie romantique. Et donc au début de chaque chapitre, il y a des citations de films romantiques. Elles étaient toutes les deux passionnées avec sa mère de ces comédies, de ces histoires, et elles en lisaient, elles les regardaient tout le temps. À travers ces films, elle essaye de faire son deuil. Et donc le fait de regarder ce type de médias a fait qu'elle est devenue amoureuse de l'amour. Elle a eu un crush quand elle était gamine, qui est parti de la ville. Et un jour, il revient. Sauf que vient dans l'équation son voisin qui lui pique tout le temps sa place de parking et avec qui elle est un peu en friction. Et donc je vous laisse imaginer que en fait elle va pas finir avec le mec qu'elle anticipait, mais elle va finir avec son voisin qui va l'aider à charmer celui qu'elle voulait. C'est très mignon, vraiment c'est très très mignon. Mais qu'est-ce que je me suis embêtée au début. En fait je trouve que ça a un manque de profondeur parce que il y a des livres qui sont des romances que j'ai pu lire, qui traitent beaucoup plus en profondeur, que ça soit la relation amoureuse ou que ça soit les autres thématiques qui sont présentes. Et là, elle avait l'opportunité de traiter le deuil pour les adolescents à leur destination et je trouve qu'elle l'a vraiment effleuré. Alors bien sûr, c'est un thème qui revient au fur et à mesure du roman, mais on va beaucoup plus se concentrer autour du love interest. On va très très peu se concentrer sur celui qu'elle ambitionne, mais au final, on va pas savoir pourquoi elle veut être avec lui. Pourquoi elle a une attirance pour lui. Est-ce que c'est la nostalgie? Est-ce qu'il a quelque chose en plus des autres? Non, absolument pas. C'est vraiment une coquille vide. Et en fait, le truc que je comprends pas, c'est aussi qu'elle va mentir à sa meilleure amie par rapport au fait qu'elle va fake dating avec son voisin pour essayer de faire en sorte de se rapprocher de celui qu'elle veut. Pourquoi elle le cache à sa meilleure amie? Pourquoi il y a plein de non-dits? En fait, c'est l'art de rendre tout compliqué pour pas grand-chose. Je trouve que c'est mimi, mais j'en voulais plus. J'étais vraiment enjouée parce que c'était un livre que je voulais découvrir, même si le YA, c'est pas forcément le genre de livre que je lis régulièrement. Moi, j'adore découvrir pourquoi les phénomènes comme celui-ci ont autant de considération de la part du public. J'ai vraiment eu la sensation de me retrouver dans À tous les garçons que j'ai aimés, L'été où je suis devenue jolie, enfin le genre de romance YA que je pouvais lire quand j'étais ado moi-même, et où il y avait pas forcément énormément
élément de fond, mais à partir du moment où tu commences à me dire qu'il y a un deuil, moi ça me fait tout de suite penser à un des livres qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, qui est Le Monde de Charlie. Et j'avais besoin de plus. En fait, c'est pas parce qu'on écrit du YA qu'on peut pas mettre de la profondeur. Et là, vraiment, ça manquait d'un truc. C'était à ça, vraiment. Il y a des points que je relève, et j'aurais peut-être plaisir à lire la suite pour le coup, contrairement à d'autres livres que j'ai pu vous présenter auparavant et qui m'ont pas forcément transcendé. Maintenant, ça m'a un peu déçue. Voilà pour les livres, on se retrouve tout de suite pour vous pour que je vous parle des films. On est quelques jours plus tard pour moi, mais pour vous, normalement, ça ne change pas grand-chose. Et on continue sur les films que j'ai vus au cinéma pendant le mois de décembre. J'ai commencé le mois en allant voir Wicked, ayant pour casting Cynthia Erivo et Ariana Grande. Ce film est donc une adaptation de la comédie musicale Wicked, qui a été jouée depuis plus de 20 ans partout dans le monde, excepté la France, et qui est elle-même basée sur un livre qui a été écrit en tant que fanfiction du Magicien d'Oz. Jusque-là, on est bon pour la chronologie de la création de cette histoire. On suit Elphaba et Glinda, qui vivent dans le pays d'Oz. Au début du film, on apprend que la méchante sorcière est morte. Et partant de là, on voit que Glinda, qui est considérée comme la gentille fée, a été amie avec elle. Et le film consiste à retracer toute leur amitié pendant l'université lorsqu'elles se sont rencontrées. Comment elles se sont rencontrées, quels liens elles ont tissés, est-ce qu'elles étaient amies initialement, puisque la particularité de Elphaba est donc d'être verte et donc d'être rejetée. On va donc suivre sur 2h40, je crois, cette histoire, ces musiques. J'ai adoré ce film parce que j'ai toujours rêvé de voir la comédie musicale. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais même ado, on était allé à Londres avec mes parents, il y avait des affiches partout et j'étais ultra intriguée. Ça a créé une sorte d'engouement en moi auprès du Magicien d'Oz et de cette comédie musicale que j'ai jamais eu la chance de voir. Et le fait d'avoir accès au film, bien qu'il y ait eu des changements dans la narration et dans l'avancée de l'intrigue, m'a permis d'assouvir cette soif de connaissance, on va dire, et cette curiosité. J'ai adoré la personnage principale, j'ai adoré son jeu, je suis même pas sûre de l'avoir vu dans un autre film. J'avoue que Ariana Grande joue très bien, mais c'est pas ce que j'ai préféré dans la narration et puis dans l'incarnation du personnage. Je trouve que Cynthia Erivo, elle donne tellement plus dans ce qu'elle retranscrit. Il y a beaucoup de choses que j'ai adoré dans ce film, que ça soit visuellement ou dans le propos. J'ai appris par la même occasion qu'il s'agissait de la première partie et que la deuxième sortait l'année prochaine. Je me ferai un grand plaisir d'aller au cinéma pour la voir. Je pense que c'est vraiment une expérience à voir en salle. J'ai pas vu les 2h40 passer, ce qui est pas souvent quelque chose que je dis. Moi, quand je vois des films de plus en plus longs, j'ai plutôt tendance à courir dans le sens inverse. Non, vraiment, j'ai passé un excellent moment de divertissement. J'ai écouté la bande son plusieurs jours plus tard et je pense que c'est assez significatif. Ensuite, le deuxième film que j'ai vu pendant le mois de décembre, là aussi c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Pas forcément dans les mêmes sphères, mais alors ça a été une expérience là encore. Si vous avez regardé les derniers vlogs de l'année, vous avez dû voir que j'étais allée voir The Substance. Il est probable que vous connaissiez déjà l'histoire, mais je vais vous en faire un bref résumé. On suit Elisabeth, qui est une ancienne star, qui donne des cours d'aérobic à la télévision. À l'arrivée de ses 50 ans, le producteur de l'émission lui dit qu'elle est trop vieille et il la renvoie. Juste après cet entretien, elle a un accident de voiture qui l'emmène à l'hôpital et l'un des médecins lui donne une clé USB où il est noté The Substance. Sur cette clé USB, il y a une bande-annonce qui lui propose d'avoir un deuxième elle, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Et au final, elle va accepter. De là va arriver Sue, qui est donc ce fameux double. Sauf qu'il y a une règle à bien respecter, c'est-à-dire qu'elle va être dans un corps pendant une semaine et 7 autres jours dans l'autre. C'est non négociable. L'une des identités va vouloir vivre un petit peu plus longtemps et c'est là qu'on va tomber dans l'horreur. Pour le coup, j'ai pris 2-3 petites notes, mais c'est vraiment de spi, donc j'espère que je vais être concise et précise par rapport à ce que j'en ai retiré. Déjà, il y a une qualité visuelle qui est indéniable au niveau de la composition des plans, de ce lieu qui est créé par la réalisatrice. Il y a une salle de bain qui prend corps et c'est très inspiré de Kubrick, de Hitchcock. Il y a beaucoup de références cinématographiques dans le film. Elle a vraiment bien réfléchi la manière dont elle allait cadrer les lieux, dont elle allait cadrer les corps aussi, puisque pendant les 3/4 du film, on ne voit que le bas du dos de Margaret Qualley. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu saoulée parce que ça sexualisait tout. En fait, il y avait trop de sexualisation qui détournait du message. Initialement, comme vous pouvez l'entendre au synopsis que je vous ai donné au début, en fait, on va vraiment interroger la beauté des femmes, la notion d'identité et la notion d'estime de soi, au regard de ce que les autres nous offrent à voir de nous-mêmes, au sein de la société hollywoodienne, mais dans une part beaucoup plus grande aussi. Le message fondamental et les enjeux, j'étais ok avec. Sauf que dans les 45 dernières minutes du film, elle a décidé d'aller totalement dans le domaine horrifique qu'elle avait commencé à toucher
au début ou qui venait petit à petit crescendo et d'un coup elle a tout lâché, ça en devenait totalement grotesque. Moi à la fois je me cachais les yeux ou je les levais au ciel, c'était trop grotesque pour moi, c'est tombé dans le body horror que on perdait tous les enjeux initiaux. Là le film va marquer mais pas pour les bonnes raisons je crois, et c'est ça qui m'embête parce que je trouve que Demi Moore a extrêmement bien joué, je trouve qu'elle en dit pas tant et que pour autant on sent tout ce qui se joue en elle-même. Il y a 2-3 petites choses entre les deux personnages que je vais pas vous révéler parce que sinon je vais vous spoiler, mais si vous voulez qu'on en parle en DM, il n'y a aucun souci, qui pour moi étaient des non-sens, mais ça c'est encore très très personnel. Et puis c'est pas forcément parce que le film a mal été pensé, c'était vraiment une manière d'amener l'intrigue que la réalisatrice avait décidé de prendre, mais moi il y a plein de choses qui m'ont déplu, je reconnais vraiment la qualité, la manière de réfléchir à certains plans aussi qui ont été vraiment très marquante dans le bon sens du terme pour le coup. Mais il y a trop d'éléments qui pour moi m'ont pas permis d'apprécier ma séance. Je suis allée voir La plus précieuse des marchandises, qui est un film de Hazanavicius, je vous en ai parlé en vlog là encore. Ce film c'est un film d'animation. Hazanavicius on le connaît pour Coupé, pour OSS 117 notamment, qui sont des films qui prouvent son amour du cinéma, mais ici il s'essaye à un genre qui n'est pas du tout de la comédie, qui n'est pas du tout de l'humour grotesque et potache comme il a l'habitude de faire. Dans ce film, il va nous parler de la Shoah. On est dans une forêt reculée avec deux bûcherons, une bûcheronne et un bûcheron, et ça se passe donc en 39-45. Ils sont vraiment reculés du monde et le train passe à côté de chez eux. Et un jour, un bébé tombe d'un train de marchandises. Et la bûcheronne, qui était juste à côté, le récupère. Au début, le mari ne veut pas le garder parce que c'est un enfant juif et qu'il risque la délation et de se faire tuer à la suite. Et finalement, il accepte de le cacher. Et ce qu'on va voir, c'est la beauté des sentiments humains. Ce film d'animation, il fait appel à notre sensibilité, à notre humanité la plus profonde, au milieu de cette détresse, au milieu de cette terreur, et on voit l'amour parental que ces deux individus portent à cet enfant sans juger ce qui se passait dans les pensées à l'époque. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, il prend la Seconde Guerre mondiale pour parler de ce sujet, mais que c'est valable partout dans l'histoire, que ça soit maintenant ou que ça soit il y a des siècles. Et c'est assez bien mené dans la narration pour être très léger et qu'on n'ait pas une énorme incarnation des champs de bataille. En fait, ce film, ça nous permet de voir la guerre d'un autre angle que ce qu'on a pu voir en cours d'histoire, notamment quand on était au collège ou au lycée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on parle de la guerre avec les événements sur le front, mais on en parle très très peu dans ce qui se passait dans la vie civile. J'en ai parlé en vlog, mais il y a vraiment deux parties dans ce long métrage. Une qui est beaucoup plus à l'enfance de la petite fille qui le recueille, et quelques années plus tard. Et alors c'est pas un film auquel j'emmènerais tous les gamins du monde. C'est important de leur montrer cette part de l'histoire. Je pense que si j'avais vu ça à collégien au cinéma, j'aurais adoré. Mais c'est aussi un outil pédagogique, je pense, que de le regarder avec quelqu'un, mais surtout d'accompagner les enfants, parce qu'il y a des images qui sont très très représentatives, tout en étant très légères, très subtiles. Il y a des visages qui sont représentés à un moment, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je vois vraiment un changement de ton dans la narration. Il y a des images, des visages qui ressemblent au cri de Munch. Autant moi ça m'a pas fait peur, autant je pense que pour un enfant de 8 ans ça sera un petit peu effrayant. Et j'aimerais juste revenir sur la narration. Trintignant fait le narrateur de cette histoire et je trouve que sa voix s'y prête extrêmement bien. On a vraiment l'impression d'écouter un conte et c'est quelque chose que j'ai adoré. C'est adapté d'un livre de Grimbert et ça a été donc retravaillé avec Hazanavicius au cinéma. Je trouve que ça se tient très très bien. Et j'ai adoré aussi la voix de Dominique Blanc qui fait la voix de la bûcheronne. Elle y donne beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle retranscrit. Il n'y a pas énormément de paroles, j'ai envie de vous dire, mais ça suffit. Ça délivre un message qui est très beau. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et qu'il est encore dans votre cinéma, je vous conseille d'aller le voir. J'ai été vraiment très très agréablement surprise. Voilà pour le wrap-up du mois de décembre, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis pour ceux qui le sont déjà, on se dit à très bientôt. Sur ce, ciao.